Et si la vraie rupture stratégique en Europe ne venait pas d'une grande annonce, mais d'un brouillard inattendu autour d'une ville peu connue? Imaginez un matin près de Pokrovsk où un brouillard dense efface le ciel, rend aveugles les drones et offre aux troupes russes une fenêtre de quelques heures. C'est ce détail anodin qui permet une percée décisive après plus d'un an et demi d'affrontements sans vainqueur, changeant ainsi le visage de la guerre en Ukraine. Ce succès militaire ne se limite pas à l'avancée de chars ou à la prise de nouveaux bâtiments. Il bouleverse l'équilibre psychologique et politique en minant la confiance des défenseurs tout en galvanisant l'adversaire. Dans les coulisses, cette défaite tactique pour Kiev ébranle toute la stratégie de soutien occidental, forçant chacun à s'interroger sur la solidité de ses paris diplomatiques et militaires. Immédiatement, la chute de Pokrovsk résonne sur les scènes internationales. Les grandes capitales européennes affichent des réactions contradictoires. Certains appellent à des négociations rapides, d'autres à une intensification de l'effort militaire, tandis que des voix venues d'Asie ou d'Amérique s'inquiètent du précédent que crée cette défaite locale. Cette divergence révèle l'ampleur des fissures dans le front diplomatique, mais aussi la montée d'une méfiance stratégique qui traverse l'Union européenne comme l'OTAN. Il serait tentant de n'y voir qu'un fait divers militaire, une ville de plus tombée dans une guerre déjà trop longue. Mais ignorer ces signaux faibles, ces événements locaux qui échappent au radar médiatique, c'est risquer de ne pas voir arriver les failles qui s'élargissent sous nos pieds. Or, quand le brouillard tombe sur Pokrovsk, c'est toute la sécurité européenne qui vacille, avec des conséquences potentielles sur l'économie, les alliances et le quotidien de millions de citoyens. Plutôt que de céder à l'habitude des grandes déclarations, interrogeons-nous. Comment un simple aléa climatique a-t-il pu précipiter cette fracture? Pour comprendre ce basculement, il faut remonter au contexte stratégique et aux tensions accumulées autour de Pokrovsk ces derniers mois. Qu'est-ce qui fait de Pokrovsk un point de bascule, après 18 mois de combats acharnés? Pour comprendre, il faut s'arrêter sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain, loin des communiqués officiels et des cartes mouvantes. Depuis le milieu de l'année 2024, Pokrovsk est devenu le théâtre d'affrontements parmi les plus féroces du conflit ukrainien. Cette ville, autrefois nœud logistique vital, a subi une pression constante jusqu'à ce que, récemment, la situation bascule brutalement. Le tournant s'est produit sous un épais brouillard. Cette météo inhabituelle a joué un rôle décisif. La visibilité réduite a rendu presque inutilisables les drones ukrainiens, habituellement si efficaces pour repérer l'ennemi. Privées de leur supériorité aérienne, les forces ukrainiennes ont perdu leur principal avantage technologique. Profitant de cette fenêtre, des unités russes, appuyées par des blindés, ont percé les lignes défensives et pénétré jusqu'au centre de la ville. Ce succès tactique a surpris les défenseurs et mis à nu des faiblesses structurelles dans la logistique et la coordination ukrainienne. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Les pertes humaines et matérielles côté ukrainien ont été immédiates, forçant un redéploiement précipité de troupes et la réorganisation d'unités déjà éprouvées. Au-delà de l'aspect militaire, ce revers a aussi provoqué une onde de choc moral, ébranlant la confiance et la cohésion des soldats comme de la population. Sous-estimer l'importance de ces combats, c'est passer à côté de la véritable fragilité du dispositif ukrainien, mais aussi de la capacité russe à exploiter les failles, même temporaires, du front. Derrière la bataille de Pokrovsk, c'est tout l'équilibre de la logistique, du moral et des ressources qui vacille. Mais au-delà de l'impact local, la chute de Pokrovsk a aussi provoqué une onde de choc sur la scène internationale, révélant des fractures entre alliés et adversaires. Quand les alliés ne parlent plus d'une seule voix, tout le front chancelle. La chute de Pokrovsk n'a pas seulement bouleversé la ligne de front, elle a aussi révélé une profonde fracture au sein du camp occidental. Désormais, deux visions s'affrontent à huis clos, rendant chaque décision stratégique plus incertaine que jamais. D'un côté, la Turquie et la Hongrie appellent sans détour à un compromis diplomatique rapide. Leurs dirigeants multiplient les déclarations en faveur d'un cessez-le-feu, insistant sur l'urgence d'éviter une escalade incontrôlable. Pour Ankara, comme pour Budapest, chaque jour de guerre supplémentaire fragilise la stabilité régionale et menace leurs propres intérêts. De l'autre, l'Union européenne et la Finlande durcissent leur discours et misent sur la poursuite du conflit. Selon eux, toute concession prématurée ne ferait que renforcer l'agresseur et ouvrir la porte à de nouvelles menaces sur le continent. L'idée d'un règlement immédiat paraît non seulement illusoire, mais surtout dangereuse pour l'avenir de l'ordre européen. Cette cacophonie diplomatique rend le soutien occidental à l'Ukraine de plus en plus ambigu. Derrière la façade de l'unité, les doutes grandissent. Combien de temps l'aide pourra-t-elle durer?
Jusqu'où les opinions publiques accepteront-elles de soutenir une guerre qui s'enlise? Et surtout, comment résister aux pressions internes et externes qui cherchent à fissurer ce front commun? Le risque est majeur. Si la division l'emporte, l'Ukraine pourrait se retrouver privée de l'appui vital dont elle dépend pour résister. Pire, la fragmentation des alliés ouvrirait la voie à une déstabilisation profonde de l'ensemble de l'Europe, exposant le continent à de nouveaux périls sécuritaires et politiques. Face à cette impasse, Kiev se retrouve contraint de multiplier les démarches diplomatiques, jonglant entre promesses et exigences contradictoires. Mais à force de chercher l'équilibre, le prix à payer ne risque-t-il pas de devenir insupportable? Dans ce contexte tendu, chaque pas diplomatique de l'Ukraine devient un exercice périlleux. Mais quelles sont vraiment les marges de manœuvre de Kiev face à ces lignes de fracture? Lorsque la diplomatie ne parvient plus à compenser les pertes sur le terrain, quelles issues restent véritablement ouvertes pour l'Ukraine? Après la chute de Pokrovsk, Kiev a multiplié les démarches auprès de ses alliés européens, mais les signaux sont mitigés. Les récentes visites en France et en Grèce n'ont apporté ni percée politique majeure, ni engagement militaire supplémentaire significatif. Sur le plan pratique, le soutien militaire nouveau se fait attendre, tandis que l'Ukraine doit désormais faire face à des difficultés croissantes pour financer ses besoins énergétiques essentiels, notamment l'approvisionnement en gaz. Cette fragilité financière s'ajoute à la pression militaire et mine la capacité du pays à résister dans la durée. Parallèlement, une lassitude s'installe chez plusieurs partenaires européens. Les scandales de corruption persistants et l'enchaînement des revers sur le front alimentent le scepticisme, voire l'impatience, à Bruxelles comme dans d'autres capitales. Certains acteurs commencent à douter de la capacité de Kiev à inverser la tendance, ou même à gérer efficacement l'aide internationale. Le danger, désormais palpable, est celui d'une isolation progressive de l'Ukraine sur la scène internationale. Si ce décrochage se confirme, il pourrait forcer une issue négociée au conflit, mais dans des conditions nettement moins favorables pour Kiev et ses soutiens historiques. L'accélération d'un tel scénario renforcerait la position de Moscou et acterait un nouveau rapport de force en Europe de l'Est. Pour l'instant, la diplomatie ukrainienne s'efforce de retarder cette échéance, mais chaque revers sur le terrain rend son argumentaire plus fragile. Alors que Kiev cherche désespérément à maintenir la solidarité occidentale, une autre puissance européenne prépare déjà sa propre réorientation stratégique. Direction Berlin, où l'Allemagne amorce un virage inattendu dans sa politique de défense, un tournant qui pourrait bouleverser l'équilibre du continent. Et si la plus grande transformation venait d'un pays que l'on croyait pacifiste? L'Allemagne, longtemps symbole de modération militaire, est en train d'opérer un virage stratégique historique qui bouleverse tous les équilibres européens. Face à la menace grandissante à l'Est, Berlin a décidé d'augmenter considérablement le budget de la défense, engageant des dizaines de milliards d'euros supplémentaires dans ses forces armées. L'objectif assumé, reconstituer une armée puissante et moderne, capable de répondre aux défis géopolitiques actuels. On parle d'une hausse des effectifs sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement allemand vient d'introduire une nouvelle loi sur le service militaire. Cette réforme vise à élargir le recrutement, en visant notamment les plus jeunes générations et à garantir que la Bundeswehr dispose en permanence de troupes formées et opérationnelles. Autrement dit, le retour d'une société mobilisée où la sécurité nationale redevient l'affaire de tous et pas seulement des professionnels. Ce mouvement ne concerne pas seulement l'Allemagne. Dans toute l'Union européenne, la remilitarisation s'impose comme une tendance lourde. De la Pologne aux pays baltes, en passant par la France et la Suède, les budgets militaires explosent, les achats d'armes se multiplient et les débats sur la conscription ressurgissent dans l'actualité politique. L'Europe, la même qui jurait, il y a encore peu, que la paix était son unique horizon, se prépare désormais à un avenir fait d'incertitudes et de rapports de force. Mais ce choix du réarmement massif, aussi compréhensible soit-il face aux menaces, n'est pas sans risque. En réactivant de vieilles logiques de confrontation, le continent s'expose à une ère de tension prolongée, où chaque génération pourrait devoir vivre avec le spectre d'une escalade militaire. L'implication est claire. Plus rien ne garantit que les décennies à venir seront aussi stables qu'on l'espérait. Dans ce contexte, comment chacun de nous peut-il se préparer et s'adapter à cette nouvelle donne stratégique ? Voyons ce que cela signifie concrètement pour l'avenir. L'histoire s'écrit parfois dans l'ombre d'un brouillard et sous une avalanche de décisions discrètes. Derrière chaque événement militaire, des équilibres plus vastes se recomposent.
La chute de Pokrovsk n'est pas seulement un fait d'armes, elle symbolise la fragilisation de certitudes collectives et l'émergence de tensions qui traversent tout le continent européen. Lorsque l'on s'en tient aux apparences, aux communiqués officiels ou à la simple cartographie des affrontements, on risque de passer à côté des véritables dynamiques à l'œuvre. Ces dernières semaines, les fissures entre alliés, les doutes sur les stratégies de soutien et la montée silencieuse de la remilitarisation ne se lisent pas toujours à la une des journaux, mais elles conditionnent déjà notre avenir. Une seule percée tactique, survenue dans un brouillard épais, peut accélérer une série de décisions longtemps repoussées. Des réunions à huis clos s'enchaînent dans les capitales, des budgets de défense se renégocient à la hausse et des doctrines que l'on croyait figées depuis la fin de la guerre froide sont en pleine réécriture. Refuser de voir ces évolutions, c'est accepter d'être surpris par les grands bouleversements qui s'annoncent. C'est mettre en péril la capacité des sociétés européennes à anticiper, à s'adapter et à préserver leur sécurité collective face à des crises de plus en plus complexes. L'enjeu pour chacun d'entre nous est donc de garder un regard critique, d'interroger les discours dominants et de suivre de près les signaux faibles qui annoncent les tournants de l'histoire. Rester informé, c'est se donner les moyens de comprendre l'Europe d'aujourd'hui et de ne pas subir celle de demain.